Salut à tous, on se retrouve pour ce tout nouveau podcast. Je suis très 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 content d'accueillir Mathis Clouet sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur le marché français? Euh, alors, moi, Mathis Clouet, donc j'ai 22 ans. Je suis, on va dire, spécialisé dans le marketing. J'ai commencé dans ce secteur-là il y a 5 ans. Je suis expatrié à Dubaï depuis mes 17 ans, fin d'année de 17 ans. J'ai commencé par une agence de copywriting, puis une seconde agence et enfin The Ecosystem que j'ai actuellement avec une autre boîte à côté. Et aujourd'hui, on fait Incroyable. majoritairement du marketing, de la création de process et on parle de scaling depuis un peu plus de 3 ans maintenant sur le marché français. Ok, trop cool, trop cool. Tu as quitté le lycée à 17 ans ou 16 ans du coup? 16 ans. 16 ans, j'ai pas eu mon bac. Moi, j'étais à Nantes à l'époque. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait un bout de chemin tranquillement, quoi. Incroyable, incroyable. Et genre, c'était une décision vraiment qui était réfléchie ou c'était vraiment sur un coup de tête? C'est passé quoi concrètement le jour où tu as pris cette décision? Je pense que c'est fait assez naturellement. En fait, j'étais juste dans une démarche où je me plaisais pas dans ce que je faisais. Je n'avais pas la volonté de continuer. Je me voyais pas continuer là-dedans. Donc en fait, j'ai fait les choses. En fait, pendant ma scolarité, je venais quasiment plus en cours et je bossais à côté. Donc ça s'est fait Complètement, en fait assez naturellement. Voilà, j'ai pas eu trop de complètement. déclic. T'avais déjà cette maturité de te dire, j'avais pas forcément envie de bosser pour un patron, j'avais besoin Je sais d'être pas si c'est de la entrepreneur. maturité de se dire qu'on n'en veut pas bosser un patron. Je pense que j'avais surtout beaucoup d'immaturité vis-à-vis de ce que c'était vraiment peut-être la vie. Du coup, c'est cette immaturité-là qui m'a permis aussi de prendre ce qui était à l'époque considéré comme des risques sans que je m'en aperçoive. Je pense que Ok, le plus important, c'est essayer de savoir ce que tu veux toi dans la vie. Et je sais pas s'il y a une vraie question de maturité vis-à-vis du salariat ou de l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui sont immatures dans l'entrepreneuriat, d'autres qui sont immatures dans le salariat. Ce qui est dommage, complètement. c'est effectivement de passer à côté du vrai truc que tu veux faire dans la vie sous peine d'écouter les autres autour de toi, alors qu'en fait, personne d'autre que toi ne sait vraiment ce qui est bon pour toi dans Complètement. ta vie. C'est quoi vraiment le truc qui t'a drivé pour vraiment partir sur ce modèle-là? Je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a drivé, en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a repoussé. Donc, ce qui m'a déjà repoussé, c'était le système scolaire de base, le manque de liberté que j'avais là-dedans. Et moi, je me voyais pas évoluer là-dedans. Il y en a d'autres pour qui ça convient et c'est enfin, très bien. Mais je pense, je sais pas si il y avait quelque chose qui me drivait dès le départ. J'avais pas d'étoile du Nord, j'avais pas de chemin clair. J'avançais un peu au jour le jour. Je savais déjà en fait, je savais plus ce que je ne voulais pas que par rapport à ce que je voulais. Et je pense que c'était plus important. Complètement. C'est vrai que c'est un principe qui est ultra solide même dans le business, c'est qu'est-ce que tu dois pas faire pour ne Mhm. pas atteindre tes objectifs. Donc c'est un peu ce même principe-là aujourd'hui qui t'a Ouais. permis d'aller chercher cet objectif-là. C'est Mhm. énorme. Et comment du coup tu es passé d'agence de copywriting à The Ecosystem, genre, comment tu identifies le moment où il faut pivoter de modèle plutôt que de continuer et scaler sur ce qui marche entre guillemets déjà? Alors moi, je voulais pas être catégorisé comme copywriter. Avec Business Script, on avait fait beaucoup et de ghostwriting et de pages de vente et de copy en fait de manière générale. Mais à un moment donné où je me suis dit, ok, euh, comment est-ce que je peux faire plus d'argent? Donc on a commencé à accompagner les clients que j'avais, certains en tout cas, à développer une audience, à convertir et à accompagner des entrepreneurs. On a accompagné beaucoup d'infopreneurs sur le marché. Et dans la suite logique de ça, je me suis dit, écoute, ces skills-là, ces compétences-là, cet ensemble de structures-là, est-ce que je pourrais pas la vendre dans une pub packagée avec un accompagnement et avec une prise de pourcentage au bout de ça, qui me donnerait effectivement la visibilité sur du plus long terme et aussi beaucoup plus de cash. Parce que la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est plus d'argent, évidemment. Je pense comme tout le monde. Clairement. Euh, Ouais, c'est un principe premier. c'est ça. Évidemment, évidemment que ça fait de l'impact, évidemment que ça fait des gens très contents, c'est génial. Mais on se lève tous le matin pour payer nos factures, avoir la vie qu'on veut. Et donc, je considère que c'est aussi ça d'abord. Et après, évidemment, il y a plein d'autres choses qui viennent derrière et c'est trop cool. Mais on le fait aussi d'abord pour ça. Et donc voilà, donc ça c'était la suite logique vers The Ecosystem. Et après sur Archimede Capital, qui est mon autre boîte, où là on a pour le coup vraiment que un ou deux clients, ça dépend des périodes. On est vraiment que au pourcentage, sur des beaucoup plus grosses audiences, sur lesquelles il y a des deals qui sont différents, pas forcément la même chose quoi. Voilà. Complètement. Et tu te vois faire ça encore pour les 5, 10, 15, 20 ans à suivre ou tu penses vraiment switcher sur d'autres modèles éventuellement? Je sais pas, en fait je pourrais faire ça sans le faire, c'est-à-dire que je pourrais être toujours dans le même secteur mais le faire de manière très différente, ou au contraire, faire des choses très différentes qui au final ressemblent à ça. Donc j'en sais rien. Pour l'instant, je m'y plais, je développe la boîte, on va chercher les 10 millions d'euros par an, en tout cas c'est la target. Et si j'y arrive, voilà, comme on dit, je serai très content. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et là, tu as 22 ans du coup? C'est ça. C'est 22 ans. Là, en 2025, si je dis pas de bêtises, tu as fait 2,4 millions de CA. Là, tu vas chercher les DM. Qu'est-ce que Alors, tu...
Je sais pas si on arrivera cette année, on n'y arrivera certainement pas cette année au DM, mais déjà si on va chercher entre 3 et 4 millions, ce serait cool pour cette année, après mettre un step d'après. Mais ouais, Ouais, ce serait de mettre un objectif qui est assez haut, un peu comme Elon Musk que tu disais dans un podcast à un moment donné. Il met des objectifs qui sont assez élevés. Peut-être qu'ils vont pas les atteindre, mais au moins ça permet de se de driver mettre vers des le- actions pour aller un peu plus vite, quoi, complètement. Et du coup, tu as, au niveau process, etc., qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour passer, on va dire, de 2,4 millions à peut-être aller chercher les 10 M cette année? Alors là, il faudra qu'on fasse une vidéo de 2h30, parce qu'il y a 10 000 trucs à mettre en place. Ouais. Euh, donc ça dépend évidemment de sur quoi est ta question, mais si je réponds de manière très grossière et sans entrer dans les détails, c'est en gros plus d'humains, plus de Ok. process, en tout cas détailler plus les choses qu'on a dans nos têtes, plus qu'en faire plus pour du plus, et, euh, et une meilleure qualité de stratégie. Voilà. Ok. Ah, c'est même multiplier, on va dire, le volume, etc. Oui et non, parce qu'en fait, faire du volume pour faire du volume, ça sert à rien. Il faut faire plus de volume sur certains points. Euh, et si tu fais le même nombre de volumes avec des humains différents, une stratégie différente et des process qui sont plus optimisés, tu peux déjà faire un x3, x4, ce qui nous suffirait à chercher, se rapprocher de 10 millions d'euros. Énorme. Ok, clairement. Clairement. Et tu vois, à partir de quel moment tu estimes que c'est plus tellement une question de volume, mais une question de process, une question d'offre un peu plus premium, on va dire, Il on va n'y dire a, pas de y a pas de de palier. 0 à 100K, tu penses que c'est une question de volume? Ça va dépendre de ton ticket, ça va dépendre de ce que tu vas vendre, à quel prix, comment, etc. Ce qui est sûr, c'est que de 0 à 50, il y a une question de volume. Et plus qu'une question de volume, il y a une question de visibilité auprès des bonnes personnes. De 50 à 100, tu poses les fondations pour la sales team. Euh, Parce que tu peux encore tout faire jusqu'à 100, même si c'est très épuisant. À partir de 100, c'est très compliqué de faire de la sales team et de délivrer ses clients. Et donc, il faut poser les fondations pour ce qui viendra plus tard. En fait, on doit du chart avec les différents talents. Tu n'as pas encore de manager avec des head-off, mais tu as des personnes qui sont en opérationnel à ta place. Il faut poser les fondations de ça et commencer à anticiper et avoir plusieurs jours d'avance, que ce soit sur la visibilité de la délivrabilité ou sur la visibilité du contenu. Et donc, l'idée, c'est de prendre du recul vis-à-vis de ça. Après, encore une fois, chaque situation est différente. C'est pour ça que nous, on fait de l'accompagnement ultra personnalisé pour aussi voir euh, ce qui est différent chez chacun. Une personne qui a 50K par mois va pas du tout avoir les mêmes contraintes qu'une autre, qui par exemple a 40K. Il y en a une qui va avoir trop de leads mais pas assez de conversion et une super délivrabilité. Et l'autre qui va tout délivrer tout seul, qui va avoir une super conversion mais pas assez de leads. Donc dans un cas, il va falloir augmenter drastiquement le volume de trafic, et l'autre va falloir augmenter drastiquement la conversion de trafic. Et la conversion, c'est pas forcément une question de process sales, ça peut être une question de marketing. Et le marketing, ça peut être aussi une question de positionnement, ou de niche, ou de total addressable market. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est une question qui est très ouverte et qui est très compliquée, enfin qui est impossible à répondre au premier abord comme ça. Ouais, exactement, exactement. Là, c'est vrai que tu me parlais un peu de délivrabilité. C'est que c'est ultra important parce que tu peux avoir 500 clients, mais si derrière la délivrabilité ne suit pas, ça va être assez compliqué. Et justement, tu vois, là, tu tournes à peu près à, je crois, 300K, entre 250 et 300K par mois. Comment est-ce que toi, tu arrives à... Alors, c'est une question qui est encore assez ouverte, mais comment est-ce que tu arrives à vraiment gérer cette délivrabilité avec autant de personnes, entre guillemets, et autant de personnes à gérer? Est-ce que c'est plus de CSM, on va dire, plus de CSM qualifiés, plus de créneaux ouverts? Alors, on a une partie de pourcentage là-dedans, donc ça nous permet d'avoir avec peu de clients aussi beaucoup de chiffre d'affaires. On a drastiquement augmenté nos prix, ce qui nous permet d'avoir moins de clients pour beaucoup plus de chiffre d'affaires. On a des offres qui montent jusqu'à 30K aujourd'hui. Et effectivement, on a fait des gros recrutements que j'ai annoncé sur Instagram et sur LinkedIn avec des anciens banquiers de chez Rothschild. On a des mecs qui ont bossé avec Mike Horn. On a, en termes vraiment de qualité de maintenant de recrutement, on a des personnes qui sont juste exceptionnelles dans la team, qui sont vraiment indépendants, vraiment proactifs dans leur manière d'innover dans le produit. Et donc, ça nous permet et d'avoir moins de clients et d'avoir plus de personnes. Donc, il y a un changement de paradigme pour nous qui est vraiment intéressant. Complètement, complètement. Et tu vois, pour ça, est-ce que tu penses vraiment passer sur de la ads? Alors, je sais que tu commences à faire une stratégie de retargeting. Est-ce que tu penses que ce serait pertinent pour toi de commencer à faire de la ads qui redirige vers une page VSL, un call booking, quoi que ce soit, ou tu penses pas que c'est vraiment essentiel pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, un compte Instagram est plus efficace qu'une page VSL, sauf vraiment pour du pur cold traffic. Dans la majorité des cas, ça va être plus efficace. Est-ce qu'on compte faire de la ads? On en fait déjà effectivement en retargeting, mais à hauteur de 10% de notre chiffre d'affaires, enfin de ce que Ok. ça nous rapporte en termes de chiffre d'affaires. Donc Ouais. ça va nous rapporter entre 20 et 30K tous les mois pour avoir, je sais pas, 3-4K investis. Donc c'est ridicule, c'est rien. Mais parce qu'on veut aussi réinvestir nous notre temps, nos énergies sur une plus grosse stratégie de contenu.
qui est en devenir et qui arrive là sur les prochaines semaines. Donc pour l'instant, c'est pas le sujet, mais ça viendra probablement d'ici la fin de l'année. Ok, énorme, énorme. Et tu penses pas que ça pourrait te permettre de, on va dire, certes, je sais que tu veux pas mélanger qualité et avoir énormément de clients, mais tu penses pas que c'est plus simple, on va dire, avec ton statut, entre guillemets, aujourd'hui sur le marché français, d'aller chercher des plus gros tickets sur de la ads, quoi, pure ads, ou tu penses que vraiment la stratégie de contenu, c'est un indispensable aujourd'hui pour toi, dans ton activité? En fait, je pense que ça pourrait le faire. Je pense que ça pourrait apporter des résultats. Je dis pas le contraire. Je pense juste que ce que nous, on va mettre en place va avoir encore plus de résultats et qu'à un moment donné, il faut concentrer son énergie au lieu de la splitter et que c'est aussi beaucoup une question de laser focus. Quelque chose peut marcher, mais si tu mets 10 fois plus d'énergie et de concentration dessus, elle va quand même 10 fois plus marcher. En tout cas, de ce que j'en crois. Donc, je dis pas que la ads ne pourrait pas marcher. Je suis convaincu qu'elle pourrait effectivement nous rapporter des résultats. Peut-être qu'avec ma personal brand, ce que je défends, ce que je rejette aussi, euh, ça pourrait bien marcher. Mais je pense que ce que nous, on est en train de mettre en place avec la strat en organique va nous apporter encore plus de résultats. Énorme, énorme. Et du coup, tu es présent vraiment uniquement sur Instagram, LinkedIn et YouTube aujourd'hui. Est-ce que tu... Comment tu sais sur quelle plateforme, quand tu parles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont certainement bloquées en dessous de 10K par mois, qui est la grande majorité des personnes. Comment est-ce que tu sais sur quelle plateforme tu dois vraiment concentrer ton énergie quand vraiment tu débutes? Est-ce que tu as une règle ou une logique derrière tout ça? Une bonne question. En fait, il faut d'abord comprendre où est-ce que vit ton avatar. Un avatar qui est plus B2C peut être sur LinkedIn. Il y en a beaucoup qui sont sur LinkedIn, mais la majorité d'entre eux vont être par exemple sur Twitter, sur des réseaux similaires. En gros, est-ce que tu vas cibler YouTube, Instagram, LinkedIn, YouTube, Instagram, pardon, oui, YouTube, TikTok, Twitter? Est-ce que tu vas faire beaucoup plus de mails ou est-ce que tu vas aller sur Reddit? Est-ce que tu vas aller sur d'autres plateformes? Et l'idée, c'est de comprendre où est-ce que ton avatar avant de se concentrer pour maîtriser plusieurs réseaux. Et ensuite, les différents réseaux vont apporter des choses différentes. YouTube va apporter de la conversion avec du format long, va apporter de la trust. Là où Instagram peut apporter vraiment une croissance qui est parabolique et qui va être ultra violente, on va dire, dès le départ. LinkedIn va apporter de la confiance et va apporter beaucoup plus de possibilités de prospection. Donc c'est des réseaux qui sont très complémentaires. C'est pour ça que nous on fonctionne en écosystème entre guillemets. C'est qu'on essaie de prendre le meilleur de chacun pour se concentrer à avoir la stratégie la plus complète possible et la plus stable possible. Ok. Aujourd'hui, c'est quel réseau qui t'apporte aujourd'hui le plus de leads, on va dire, qualifiés? Je pense que c'est LinkedIn, vu que c'est vraiment des profils déjà qualifiés, entre guillemets. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué. Alors, on traque tout ça, mais euh, la réalité, c'est que tu peux vraiment jamais savoir si un lead a booké depuis Instagram et achète depuis Instagram. Est-ce que c'est parce qu'il t'a découvert sur Instagram ou est-ce que c'est parce qu'il t'a découvert sur YouTube ou sur LinkedIn, a cliqué sur mon lien YouTube, a recliqué sur mon lien LinkedIn, a recliqué sur mon lien YouTube, puis a cliqué sur mon lien Instagram, a répondu une story et a finalement acheté. Donc, dans ces cas-là, tu considères que la conversion elle est via Instagram ou via YouTube et LinkedIn. Ah ouais, exactement. Et donc c'est pour ça que Exactement. l'organique, c'est compliqué à traquer. Même Aero, a du mal à traquer ça. Tu peux le faire avec, effectivement, nous on sait d'où est-ce que ça vient en termes de calendrier, est-ce que ça vient du setting Insta, LinkedIn, est-ce que ça vient du booking YouTube. Mais en réalité, ce qui a poussé à l'achat, on va plus le savoir avec le Typeform onboarding. Les stats qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vraiment complet entre YouTube, LinkedIn et Instagram. Très Ok, équilibré. énorme, énorme, énorme. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué de traquer, vu qu'ils peuvent venir un peu partout, quoi. C'est comme tu le dis, toi, ta stratégie, c'est vraiment de les amener de Instagram sur YouTube, etc., de faire découvrir depuis YouTube ton LinkedIn, etc., etc. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'est complet, complètement. Et tu vois, tu parles souvent de funnel hybride, entre guillemets, offre Ouais. hybride, etc. Est-ce que tu peux décortiquer ça, on va dire, simplement pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce terme? Parce que aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui as démocratisé ce terme-là, offre hybride, etc., sur le marché français. Ouais, ouais, c'est vrai que ça n'existait pas avant. Euh, alors, l'offre hybride, c'est équilibrer ton offre entre du done with you et du done for you et du do it yourself. En fait, une offre aujourd'hui, c'est soit une offre de service, soit une offre d'information, majoritairement. Je parle bien d'une offre à étiquette. Une offre de mastermind, ça va être une offre d'information, c'est du done with you. Une offre de formation en ligne, c'est une offre do it yourself. Tu le regardes, t'achètes et tu regardes tout seul. Une offre de service, encore une fois, c'est du done for you, tu achètes et on fait pour toi. Et la question, c'est est-ce qu'on va pêcher ton poisson? Est-ce qu'on t'apprend à le pêcher ou est-ce qu'on t'envoie un manuel sur comment le pêcher? Tout seul. Et je pense que euh, chacun de ces piliers-là a un avantage direct. Le Done for You apporte de la récurrence du service.
Tu sais pas pêcher ton poisson, tu vas avoir besoin de payer quelqu'un moins cher, mais tous les matins pour qu'il te le ramène. Si tu vas avec un guide en balade en mer, avec ses cannes à lui, te montrer ses coins, ses trucs, ses machins, tu vas payer facilement 600 € la journée. Donc là, ça va être plus cher qu'un poisson je sais pas, un poisson à 15 balles. Et si tu as un simple manuel en ligne sur comment pêcher, ça va être voilà, encore, plus cher, encore moins cher. Par contre, tu vas avoir effectivement beaucoup plus de profit sur Downview de Do It Yourself immédiatement parce que tu as moins de coûts. Là où le pêcheur qui l'emmène, les coûts d'essence, et le service, ça coûte cher. Et donc, moi, le point que je voulais essayer de faire avec l'offre hybride il y a 2 ans de ça, c'était de dire il faut faire un complément de tout ça, avoir du Done for You, du Done with You et du Do It Yourself, de mixer tout ça pour en faire une offre hybride. Tu obtiens la récurrence de ton offre, de ton service, avec le cash du Done with You, ce qui te permet d'avoir du cash à réinvestir maintenant dans ton acquisition, dans ta délivrabilité client, tout en ayant de la récurrence sur du long terme. Et le funnel hybride, c'est un peu le même concept, mais adapté à l'acquisition. Et ce que je disais à travers effectivement ce fameux funnel hybride, c'est d'avoir de l'organique sur différents réseaux. Chacun des réseaux a une fonctionnalité particulière. Et en plus du fait du retargeting et du setting, ce qui permet de multiplier les contacts et les relations avec les leads, et donc d'accélérer le processus commercial. Le problème qu'ont la majorité des gens, c'est que leur stratégie de contenu ne remplit en général qu'une des 2 cases. La grande majorité du temps, c'est essayer d'attirer du trafic, rarement de le convertir. Et ceux qui savent faire du contenu pour convertir, en général, n'arrivent à faire que du contenu pour convertir et pas du contenu d'attraction. Et donc, le funnel hybride, il a pour objectif de, à travers les différents réseaux, les différents moyens de contacter les leads, que ce soit les ads, la prospection ou le contenu, de pouvoir avoir du contenu et des actions qui attirent et des actions qui convertissent. Parce que l'un sans l'autre ne sert absolument à rien. Voilà. Complètement, complètement. Et c'est quoi vraiment qui t'a donné cette idée aujourd'hui de mélanger Done for You, Done with You, Ma Do It manière de Yourself? faire du marketing, ma manière de monter mes agences, tout ce Et que ça je vient fais. pas des US? Ça vient Pour pas le coup, des non, US? absolument pas. Non, non. Incroyable. Offre C'est hybride, vraiment sorti de ta tête, quoi, pour le coup. c'est sorti de ma tête. C'est un truc que tu retrouveras pas aux US, ni chez Hormozine, ni chez n'importe qui d'autre. Non. Et je pense que justement, si les US ils mettaient ça en place, ils pourraient scaler encore plus fort leur activité. Alors les US, ça veut rien dire. Enfin, est-ce qu'il y a des business aux US, s'ils mettent du done for you, des business allez, c'est des business de coaching aux US qui mettent des offres qui incluent du done for you dans leur offre, est-ce qu'ils pourraient aller chercher plus de cash? Certainement. Et inversement, pour les offres de service. Moi, je vois trop d'agences qui sont encore concentrées à faire que du service et pas de l'accompagnement en plus, qui perdent du cash. Ouais, exactement. Ouais, ils peuvent facturer même plus cher au final derrière. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu utilises une community school. Est-ce que c'est vraiment un On utilise. levier business ou c'est Elle est vraiment un outil un peu dormante client? pour l'instant, la communauté school, parce qu'on l'utilise moins. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper, parce que c'est un mode de fonctionnement différent de ça. On a remarqué qu'il y avait moins de gens actifs pour notre niche à nous sur School. Ça, c'est un peu le point. Mais par contre, elle est toujours dans la description de ma chaîne YouTube et il y a toujours des gens qui rentrent dedans et on fait toujours des appels à l'action dessus. On apporte toujours de la valeur dessus. Donc, voilà. Mais à la base, tu l'avais utilisé comme un levier ou vraiment comme un outil de rétention client? À la base, quand tu Euh, l'as. un levier est un outil de rétention client. Enfin, tu peux utiliser ça en levier On pour faire de la va, on va rétention. dire un levier business, un levier d'acquisition, je veux dire. Alors, acquisition, non, parce qu'en fait, la plateforme n'est pas encore assez référencée dans ce secteur-là sur le marché français. Mais par contre, à la rétention client, oui. Parce que tous les gens qui venaient de YouTube et qui voulaient avoir mes accès à Mindmap, je les mettais sur Group School. Et c'est vrai qu'on a toujours pas mal de gens qui rentrent et qui sont effectivement intéressés par ça. Je pourrais regarder combien j'en ai, par exemple. En général, sur 24 heures, c'est 5 à 10 personnes qui rentrent tous 24 heures, quoi. Énorme. Donc eux, ils viennent vraiment principalement de YouTube, quoi, pour le coup. C'est ça, exactement, ouais. En général, oui, c'est que du YouTube, ouais. 100%. Ok, incroyable. Incroyable. Et tu vois, j'ai une question là, c'est pour les personnes qui veulent passer l'échelle, qui veulent scaler, qui sont bloquées Ouais. par exemple à 30 k par mois, on va dire un peu comme moi. C'est quoi l'erreur que presque tous les entrepreneurs font et qui les empêche vraiment d'aller accélérer un petit peu tout ça? C'est vraiment un manque de volume, tu penses? C'est un manque de process, de SOP, de recrutement Alors, peut-être? il y a plusieurs erreurs que moi je vois. La première chose, je pense que c'est. Il y a les personnes qui en général sont bloquées à 30K par mois, en tout cas moi ce que je vois la majorité du temps, ils changent régulièrement d'offre. Donc moi la première chose que j'aurais à conseiller entre guillemets, c'est de ne pas changer d'offre pendant au moins 6 à 8 mois pour se concentrer non pas à la changer mais à l'améliorer. Tu vois? Ça c'est la première chose. Parce qu'il y a souvent des divergences en disant on va changer d'offre parce que ça marche pas ou alors ça scale pas assez. Non. Focus sur une seule chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup se concentrent sur leur marché et l'extérieur et leurs concurrents, alors qu'en réalité, la réponse à leur stratégie, elle se trouve à l'intérieur de leur business
et elles se trouvent directement à leurs clients en fait. Et nous, à chaque fois qu'on avait des contraintes de comment améliorer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, on questionnait nos clients sur comment l'améliorer. En fait, au lieu d'aller chercher chez la concurrence ou essayer de se dire, ok, ce concurrent a fait ça, on regarde juste, on se concentre sur améliorer la vie de nos clients et en fait, ça scale. Ok. C'est quand même un point important. Il faut commencer à déléguer plus rapidement. Il ne faut plus penser comme un artisan, il faut vraiment penser comme une vraie boîte et avoir cette boîte-là a une identité et elle tourne toute seule. Je dis toute seule, ta boîte ne tourne pas toute seule à 30K par mois, même pas à 500, mais elle est plus indépendante dans les rôles. Donc au lieu c'est effectivement de tout closer soi-même, de tout setter soi-même, commencer à déléguer par exemple d'abord le setting avant de le faire avec le closing. C'est un truc. Et, euh, et effectivement, après je sais pas, il y a des points, je réfléchis, mais je dirais que majoritairement c'est ça. Peut-être que de se mettre trop d'énergie sur l'acquisition client et pas assez sur la création de process. En fait, 30K par mois, tu as dû tractionner pour faire de l'acquisition. Et tu peux avoir un peu de churn parce que du coup, as délaissé un peu ton produit temporairement. C'est normal, c'est les phases de scale, mess dep, de Samovens, c'est classique. Mais il faut tout de suite revenir sur le produit pour aller chercher de la rétention, aller chercher de la LTV et maintenir ton ratio coût d'action client LTV au top. Complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, là, j'ai une question que j'avais posée aussi à Steven Boss, à qui j'avais fait un podcast. Ouais. Et c'est quoi pour toi les paliers, on va dire, de 0 à 50K, de 50 à 100K, Il y en a on va dire de 100 à 200K? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Tu dois mettre en place différentes méthodes entre ces Non, différents. globalement, on en a parlé plusieurs fois déjà, effectivement, mais il n'y a pas de palier. Les paliers, c'est dans la tête. Tu as des choses qui reviennent récurremment à des équivalents de chiffre d'affaires, 500 000 euros par an, 1 million d'euros par an. Mais chaque aventure est différente, chaque entrepreneur est différent, chaque boîte est différente, chaque produit est différent, chaque campagne marketing est différente, ce qui fait que tu peux avoir des patterns qui reviennent sur des niches très précises, dans des secteurs précis, mais ça va varier. Ok, complètement, complètement. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Pour les personnes qui, tu vois, si tu devais donner un conseil Ouais, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, même généralement des personnes qui sont bloquées en dessous de 50K par mois, ouais. c'est quoi vraiment le conseil que tu donnerais qui pourrait appliquer, on va dire, dès aujourd'hui, dès cette semaine et pas, on va dire, dans 6 mois pour pouvoir aller chercher de gros résultats? Alors, ça dépend de si vous êtes une agence, un accompagnement, un On va dire consultant. sur du high ticket, on va dire consultant, agence. Ok. Euh, Bah, c'est très compliqué de donner un conseil général. Donc moi, la première chose, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'apprendre à mieux se connaître, à mieux traquer. Quand je dis mieux se connaître, c'est si vous connaissez vos contraintes et que vous arrivez à mieux vous diagnostiquer, vous arriverez à prendre de meilleures décisions. Euh, et pour ça, il faut y voir clair, il faut être franc et honnête vis-à-vis de sa situation. Et c'est compliqué de donner, c'est pour ça, un conseil général, parce que ça se trouve, il y a une personne qui va nous écouter, qui fait 15 000 euros par mois, qui est bloquée en dessous des 50, qui a plein de leads, mais qui ne sait pas les convertir, encore une fois. Une autre qui a un super produit, une autre qui a pas. Donc c'est juste de faire vraiment l'effort que personne ne fait, de traquer, de comprendre ces chiffres et de savoir ce qu'on a concrètement, quels sont les symptômes. C'est comme avant d'aller chez le médecin, si tu peux effectivement mieux te connaître pour comprendre quels sont tes symptômes, tu arriveras à mieux guérir. En gros, c'est un peu l'idée. Exactement. Surtout maintenant avec les SaaS, avec tout ce qu'on a à disposition, c'est extrêmement simple de traquer, quoi. Clairement, clairement. 100%. Tu peux le faire en 2 minutes avec Claude, comme tu nous avais montré sur le workshop. Ah, Ouais, c'est énorme. ouais, non, c'est vraiment dingue. Euh, Est-ce que si quelqu'un veut te contacter, veut rentrer dans ton accompagnement éventuellement, comment est-ce qu'il peut te trouver? Si vraiment il te connaît pas, alors ça m'étonnerait, mais si vraiment il te connaît pas. Déjà, aller voir ma chaîne YouTube et voir si c'est pertinent. Mathis Clouet sur YouTube, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Allez voir si ce que je fais vous parle. Et si effectivement, à ce moment-là, ça vous parle, on peut évidemment discuter avec plaisir sur Instagram. On verra si on est en mesure de faire quelque chose pour vous ou pas.